3 mots prononcés par un interphone défectueux ont détruit mon mariage. Vous avez 3 minutes. Ma femme était à l'étage avec quelqu'un d'autre. J'ai tout laissé derrière moi et j'ai disparu. 4 jours plus tard, elle a appelé en me suppliant de l'aide. Il n'était pas qu'une erreur. C'était un fantôme surgi de son passé, qui subvenait à nos besoins depuis des mois. Et maintenant, il voulait ma fille. Mon nom est Troisbridge. J'ai 44 ans et je suis pharmacien à la pharmacie Walton depuis 16 ans. C'est un travail stable, rien de glamour, mais ça paie les factures et assure le confort de ma famille. Ma femme, Caroline, a 36 ans. Elle est responsable de clientèle chez Troisbridge Solutions, l'une de ces entreprises informatiques toujours à la recherche du prochain gros contrat. Nous avons une fille de 5 ans nommée Ella, qui a les cheveux foncés de sa mère et mon entêtement. Je pensais que nous avions tout compris. La maison en banlieue, les bonnes écoles, les barbecues le week-end. Je pensais que Caroline et moi étions solides. Bien sûr, nous avions traversé quelques périodes difficiles au fil des ans, mais quel couple n'en connaît pas? Elle était distante ces derniers temps, distraite, toujours sur son téléphone, mais je l'avais attribuée au stress du travail. Son entreprise était à la recherche d'un client majeur, et elle faisait de longues heures. Ce mardi soir-là, j'étais au sous-sol, essayant de réparer son chauffe-eau. L'appareil faisait un drôle de bruit de cliquetis depuis des semaines, et Caroline n'arrêtait pas de me harceler à ce sujet. Alors, j'étais là, allongé sur un sol en béton, une clé à molette à la main et de la poussière dans les cheveux quand je l'ai entendu. L'interphone a grésillé. Nous avions installé le système il y a des années, quand Ella était bébé, pour pouvoir l'entendre de n'importe où dans la maison. Il était censé être éteint, mais le câblage avait fait des siennes ces derniers temps, captant aléatoirement des sons de différentes pièces. La voix de Caroline est passée, faible mais claire. Il est au sous-sol. Tu as peut-être 3 minutes. Je me suis figé. Ma main s'est serrée autour de la clé à molette tandis que mon cerveau essayait de traiter ce que je venais d'entendre. La voix d'un homme a répondu, basse et familière d'une manière qui m'a retourné l'estomac. 3 minutes, ce n'est pas beaucoup de temps, Caro. Karl. Personne ne l'appelait comme ça, sauf moi. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Elle a ri, doucement et intimement. Alors ne le gaspille pas à parler. Je me suis redressé si vite que j'ai failli me cogner la tête contre le chauffe-eau. Ma poitrine se serra comme si une bande avait été enroulée autour de mes côtes étirées. Je fixai le haut-parleur de l'interphone monté au mur, le suppliant de dire autre chose, quelque chose qui donnerait un sens à tout ça. Mais il n'y avait plus que le silence maintenant, le cliquetis du chauffe-eau, le ronronnement de la vieille chaudière dans le coin. Je me suis levé lentement, la clé à molette toujours à la main. Mes jambes étaient chancelantes, comme si je marchais sur le pont d'un navire par gros temps. Je me suis dirigé vers les escaliers et les ai montés un par un, en écoutant. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Lorsque j'ai atteint la cuisine, Caroline se tenait près de l'évier, le dos tourné vers moi. Elle portait ses vêtements de travail, un chemisier bleu marine et un pantalon gris, et son téléphone était pressé contre son oreille. « Oui, je vous aurai ces chiffres d'ici vendredi », dit-elle au téléphone, sa voix professionnelle et concise. Quand elle s'est retournée et m'a vu, elle a souri. « Salut, chérie. Le chauffe-eau est réparé ?» Je l'ai regardé, vraiment regardé, cherchant le moindre signe de ce que je venais d'entendre, mais son expression était calme, presque ennuyée. « Pas encore, ai-je réussi à dire. » Ma voix sonnait étrange à mes propres oreilles, creuse et lointaine. « Eh bien, ne traîne pas trop, » dit Caroline en se retournant vers son téléphone. Elle a un cours de danse dans 1 heure, et je dois partir pour ce dîner client avant 18 heures. J'ai hoché la tête, même si elle ne me regardait pas. Puis je suis passé devant elle, traversant le salon et sortant par la porte d'entrée. Je suis monté dans mon camion et j'ai juste conduit. Je n'avais pas de plan. Je ne savais pas où j'allais. Je savais juste que je ne pouvais pas rester dans cette maison. Je ne pouvais pas regarder son visage et prétendre que je n'avais pas entendu ce que j'avais entendu. Au moment où le témoin d'essence s'est allumé, j'étais à 300 km, garé devant un motel routier en Virginie occidentale. Le néon clignotait rouge et bleu sur le ciel crépusculaire. C'était il y a 4 jours. J'ai laissé mon téléphone éteint pendant 3 jours. Je savais que Caroline appellerait, enverrait des SMS, essaierait d'expliquer ou de manipuler ou de faire tout ce qu'il fallait pour me ramener. Je n'étais pas prêt pour ça.
J'avais besoin de silence, d'espace pour réfléchir sans sa voix dans ma tête me disant que j'avais mal compris, que j'exagérais. La chambre du motel était bon marché et déprimante. Des murs fins, un matelas affaissé et une salle de bain qui sentait l'eau de javel et la moisissure. Mais c'était la mienne, du moins pour l'instant. J'ai passé la plupart de mon temps à fixer le plafond taché d'eau, rejouant cette conversation encore et encore dans mon esprit. Il est au sous-sol. Tu as peut-être 3 minutes. Le 4e matin, j'ai allumé mon téléphone. Il a vibré pendant 2 bonnes minutes, s'illuminant de notifications. 47 appels manqués de Caroline. 32 messages textes. 6 messages vocaux. Je n'en ai ouvert aucun. Pas encore. Puis il a sonné dans ma main et son nom a clignoté sur l'écran. Je l'ai regardé pendant 3 sonneries. 4. 5. Mon pouce a plané sur le bouton rouge, prêt à l'envoyer sur la messagerie vocale. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être la curiosité. Peut-être la partie de moi qui voulait encore croire qu'il y avait une explication. Une réponse raisonnable qui ferait tout disparaître. J'ai répondu, 3. Sa voix est venue immédiatement, rauque et tendue. Dieu merci. J'étais folle d'inquiétude. Où es-tu? Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté. S'il te plaît, Caroline a continué, et j'ai pu entendre les larmes monter. S'il te plaît, dis-moi juste que tu vas bien. Ella ne cesse de demander où tu es, et je ne sais pas quoi lui dire. Cela m'a frappé plus fort que prévu. La pensée de ma petite fille me cherchant, confuse et effrayée, a tordu quelque chose au fond de ma poitrine. Je vais bien, ai-je dit finalement. Ma voix est sortie plate, sans émotion. Peux-tu rentrer à la maison, demanda Caroline. Nous devons parler face à face. Tu mérites au moins ça. Vraiment? Les mots sont sortis plus brusquement que je ne l'avais prévu. Parce que de mon point de vue, je ne pense pas mériter autre chose que la vérité. Et je ne suis pas sûr que tu en sois capable. Il y eut une pause. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout. Je pouvais la visualiser debout dans notre cuisine, une main pressée contre son front comme elle le faisait toujours quand elle était stressée. Ce que tu as entendu, commença-t-elle prudemment. Ce n'est pas ce que tu penses. J'ai ri d'un rire amer. C'est ce que tout le monde dit quand on les attrape. Je ne te mens pas, dit Caroline, sa voix se durcissant maintenant. Oui, quelqu'un était à la maison. Oui, je lui ai demandé de partir avant que tu ne montes. Mais ce n'était pas parce que nous faisions quelque chose de mal. Alors qui était-il, ai-je exigé. Et pourquoi ne m'as-tu pas dit que quelqu'un était là? Elle hésita. Cette hésitation m'en a dit plus que n'importe quel mot. Son nom est Wesley, dit-elle finalement. Wesley Vaughn. C'est quelqu'un de mon passé. Nous étions ensemble il y a longtemps, avant que je ne te rencontre. Il est apparu de nulle part il y a 3 mois, disant qu'il devait s'excuser pour la façon dont les choses s'étaient terminées entre nous. Il disait qu'il était malade. Qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps et qu'il voulait arranger les choses. Ma mâchoire se serra. Et tu l'as cru? J'ai eu pitié de lui, admit Caroline. J'ai accepté de le rencontrer une fois, juste pour un café, juste pour l'écouter. Mais il s'est avéré qu'il n'était pas malade. Il a menti. Et après cette rencontre, il a commencé à se montrer à mon bureau, à m'appeler, à m'envoyer des SMS. Je lui ai dit d'arrêter, 3. Je jure que je l'ai fait. Mais il n'écoute pas. Alors c'est pourquoi il était dans notre maison, ai-je dit, ma voix froide. Parce qu'il te harcèle. Et tu as décidé de ne pas en parler à ton mari? Je ne voulais pas t'inquiéter, dit-elle rapidement. Je pensais pouvoir gérer ça seule. Je pensais qu'il s'ennuierait et partirait, mais il empire. Il s'est présenté à la maison quand tu étais au sous-sol, et j'ai paniqué. Je lui ai dit que tu serais à l'étage d'une minute à l'autre, espérant qu'il partirait, et il l'a fait. Je voulais la croire. Mon Dieu, je voulais tellement la croire que ça faisait mal. Mais quelque chose dans son histoire ne collait pas, s'il te harcèle, pourquoi n'es-tu pas allé à la police, ai-je demandé. Une autre pause. Parce que ce n'est pas n'importe qui, 3, dit Caroline, sa voix tombant presque au chuchotement. Il est riche, connecté.
Il possède une entreprise technologique avec 40 employés et assez d'argent pour enterrer quiconque se met en travers de son chemin. Je l'ai signalé une fois, anonymement, et le lendemain. Un détective m'a rappelé et m'a suggéré de laisser tomber. Il a dit qu'il n'y avait pas assez de preuves. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, fixant le parking vide. J'ai besoin de temps, ai-je dit finalement. Du temps pourquoi, demanda Caroline. Et maintenant, elle semblait désespérée. Pour savoir si je te crois. Je suis resté absent 2 jours de plus, essayant de démêler le désordre dans ma tête. Une partie de moi voulait croire à l'histoire de Caroline, que Wesley était un ex-obsédé qui ne la laisserait pas tranquille. Mais l'autre partie, celle qui l'avait entendu rire de cette manière intime, ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'elle cachait quelque chose de plus grand. Le 6e jour, je suis retourné en ville, non pas à la maison, mais à la crèche d'Ella. J'avais besoin de voir ma fille. J'avais besoin de savoir qu'elle allait bien, même si je n'étais pas encore prêt à affronter Caroline. Je me suis garé de l'autre côté de la rue à l'heure du ramassage et j'ai regardé les parents se rassembler près du portail. La voiture de Caroline s'est arrêtée à l'heure, et j'ai vu Ella sortir en courant, son sac à dos rose sautillant alors qu'elle courait vers sa mère. Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Un homme se tenait près de la clôture du terrain de jeu, à environ 6 mètres de l'endroit où Caroline attendait, grand, la quarantaine, portant un costume coûteux qui semblait déplacé parmi la foule de parents décontractés. Il ne regardait pas son téléphone et ne parlait à personne. Il se contentait de regarder Caroline, de regarder Ella. Je suis sorti de mon camion et j'ai commencé à marcher vers eux, mon cœur battant. Alors que je m'approchais, je pouvais voir clairement son visage. Des traits acérés, des cheveux foncés grisonnant aux tempes, et des yeux qui suivaient chacun des mouvements de Caroline avec une intensité qui me glaçait le sang. Ça devait être Wesley Vaughn. Caroline était en train d'attacher Ella dans son siège auto quand elle a levé les yeux et m'a vu. Ses yeux se sont écarquillés, puis se sont tournés vers l'homme près de la clôture. Il m'a vu aussi. Et pendant un instant, nos regards se sont croisés. Il a souri, non pas un sourire amical, mais quelque chose de plus froid, de plus calculateur. Puis il s'est retourné et s'est éloigné, disparaissant au coin du bâtiment. J'ai atteint la voiture de Caroline juste au moment où elle fermait la porte d'Ella. « 3, dit-elle, sa voix tendue. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» « Qui était cet homme ?» ai-je exigé, gardant ma voix basse pour qu'Ella n'entende pas à travers la fenêtre. Caroline a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, même si Wesley était déjà parti. C'était lui. C'était Wesley. Il te regardait, ai-je dit. Il regardait notre fille. Je sais, chuchota Caroline. Et je pouvais voir la peur dans ses yeux maintenant. Une vraie peur, pas celle jouée. Il fait ça depuis des semaines, se montre partout où je vais. L'épicerie, la salle de sport, maintenant ici. As-tu documenté tout ça, ai-je demandé. Des photos, des vidéos? Elle secoua la tête. J'ai essayé, mais il est toujours trop loin où il bouge avant que je puisse sortir mon téléphone. C'est comme s'il savait exactement comment rester juste en dehors de ce que je pourrais prouver. J'ai regardé là où il se tenait. T'a-t-il dit quelque chose? Pas aujourd'hui, dit Caroline. Mais la semaine dernière, il est venu me voir au café près de mon bureau. Il a dit qu'Ella était magnifique. Il a dit qu'elle lui rappelait quelqu'un. Sa voix se brisa. 3. Je suis terrifié. Je ne sais pas ce qu'il veut, mais ce n'est plus seulement moi. Il s'intéresse à elle. La fureur protectrice qui monta en moi était si forte qu'elle m'a presque aveuglé à tout le reste. Quoi qu'il se soit passé entre Caroline et Wesley, quels que soient les mensonges qu'elle aurait pu raconter, rien de tout cela n'importait autant que de garder Ella en sécurité. Monte dans la voiture, ai-je dit. Suis-moi. Où allons-nous? Demanda Caroline. Au poste de police, lui ai-je dit. Tout de suite. Nous avons déposé un rapport. J'ai insisté. Même si je pouvais voir le doute dans les yeux de l'officier lorsque Caroline a expliqué que Wesley ne l'avait pas techniquement menacé, n'avait rien fait d'illégal. Se tenir près d'un terrain de jeu n'était pas un crime. Ni faire ses courses dans la même épicerie. À moins qu'il ne vous contacte directement ou ne vous menace explicitement, nous ne pouvons pas faire grand-chose, a dit l'officier, son ton sympathique mais ferme. Vous pouvez demander une ordonnance restrictive, mais vous aurez besoin de plus de preuves que ça.
La main de Caroline tremblait alors qu'elle signait le rapport. Quel genre de preuve? Une documentation, a dit l'officier. Des photos, des vidéos, des témoins. Tenez un registre de chaque fois que vous le voyez. S'il vous approche, enregistrez-le. Et s'il vous menace, vous ou votre famille, directement, appelez le 911 immédiatement. Nous avons quitté le poste avec un numéro de dossier et rien d'autre. Cette nuit-là, je ne suis pas retourné au motel. Au lieu de cela, je me suis rendu chez la seule personne qui pourrait avoir des réponses sur Wesley Vaughn et le passé de Caroline. Son nom était Maureen Cross et elle avait été la colocataire de Caroline à l'université avant qu'elle ne se brouille il y a environ 8 ans. Je ne l'avais rencontrée qu'une seule fois à notre mariage et Caroline n'avait jamais parlé de la raison pour laquelle elles avaient cessé d'être amies. J'ai trouvé l'adresse de Maureen grâce à une vieille liste de cartes de Noël que Caroline gardait dans son tiroir de bureau. Elle vivait dans un immeuble d'appartements du côté de la ville, le genre d'endroit avec des murs minces et un parking rempli de voitures plus anciennes. Quand elle a ouvert la porte, la reconnaissance a éclaté sur son visage, suivi de quelque chose qui ressemblait à de la résignation. 3, dit-elle. Je me demandais quand tu allais te montrer. Tu sais pourquoi je suis ici? J'ai demandé. Maureen hocha lentement la tête. Entre. Ce n'est pas une conversation pour le couloir. Son appartement était petit mais bien rangé, rempli de plantes et de bibliothèques. Elle nous a servi du café sans demander si j'en voulais, puis s'est assise en face de moi à sa table de cuisine. Combien Caroline t'a-t-elle dit? Demanda Maureen. Elle a dit que Wesley est quelqu'un de son passé qui ne la laissera pas tranquille. J'ai dit qu'il s'était présenté il y a 3 mois en prétendant être malade et qu'elle l'avait rencontré une fois par pitié. Maureen laissa échapper un long soupir. C'est la version édulcorée. Ma poitrine se serra. Quelle est la vraie version? Il y a 10 ans, Caroline a traversé une mauvaise passe, commença Maureen prudemment. Elle buvait trop, prenait de mauvaises décisions. Elle s'est fait interner dans un centre de réadaptation privé pendant 6 semaines. Il ne s'agissait pas seulement d'alcool. Elle faisait face à un traumatisme d'avant l'université, des choses qu'elle n'avait jamais vraiment traitées. Je me suis assis, stupéfait. Caroline n'avait jamais mentionné tout cela. Pas une seule fois en 12 ans de mariage. Wesley était là aussi, continua Maureen. Il se présentait comme un conseiller bénévole, quelqu'un qui avait traversé une phase de guérison et voulait aider les autres, mais c'était un mensonge. Il n'a jamais été un patient et n'était jamais qualifié pour conseiller qui que ce soit. Il était là pour chasser des femmes vulnérables. Le café dans mon estomac s'est transformé en acide. Que s'est-il passé? Il a ciblé Caroline, dit Maureen. Il a passé des semaines à gagner sa confiance, à la faire se sentir comprise et en sécurité. Ils ont eu une brève liaison romantique pendant qu'elle était encore en traitement. Quand elle a finalement réalisé que quelque chose n'allait pas chez lui, qu'il la manipulait. Elle a essayé d'y mettre fin. Mais Wesley ne l'a pas bien pris. Comment ne l'a-t-il pas bien pris, ai-je demandé. L'expression de Maureen s'assombrit. Il l'a harcelée pendant 2 ans. Il s'est présenté à son appartement, l'a fait virer de 2 emplois en répandant des rumeurs à son sujet, a piraté son email et a envoyé des messages à sa famille en se faisant passer pour elle. Une fois. Elle est rentrée chez elle et a trouvé tous ses meubles réarrangés. Rien n'avait été pris, juste déplacé. Il lui montrait qu'il pouvait l'atteindre quand il voulait. Mes mains se sont crispées sur la table. Pourquoi n'a-t-elle pas porté plainte? Elle a essayé, dit Maureen. Mais Wesley avait de l'argent, des relations. Il avait soigneusement effacé ses traces, et à l'époque, les lois sur le harcèlement n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. La police lui a en gros dit de s'en remettre. Finalement, il a semblé perdre tout intérêt. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Caroline a changé de numéro de téléphone, a déménagé dans une autre ville, a recommencé à zéro. C'est à ce moment-là qu'elle t'a rencontré, et elle n'a jamais pensé à me raconter tout ça, ai-je dit, la colère montant dans ma voix. Elle voulait laisser cette partie de sa vie derrière elle, dit Maureen. Elle pensait que si elle n'en parlait pas, cela resterait enterré. Mais il est clair que Wesley ne l'a jamais oublié. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, essayant de digérer tout ce que Maureen venait de me dire. Pourquoi toi et Caroline avez-vous cessé d'être amis? Maureen hésita. Parce que je lui ai dit qu'elle devait être honnête avec toi. Que si Wesley revenait,
tu méritais de savoir à qui tu avais affaire. Elle a dit que j'étais paranoïaque, qu'il était parti pour de bon. Nous nous sommes disputés à ce sujet et nous ne nous sommes jamais réconciliés. Je me suis retourné pour lui faire face. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Oui, dit Maureen, me regardant dans les yeux. Wesley ne se contente pas de harceler. Il ruine les gens systématiquement, méthodiquement. S'il est de retour dans la vie de Caroline, il ne va pas seulement la harceler. Il va détruire tout ce qu'elle a construit, y compris toi. Après avoir quitté l'appartement de Maureen, je me suis remis à chercher. Si Wesley Vaughn était aussi connecté et riche que tout le monde le prétendait, il devait y avoir une trace. J'ai commencé par les bases, en cherchant son nom en ligne, des enregistrements d'entreprises, des profils de réseaux sociaux, tout ce qui pourrait me donner un levier. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Techbridge Solutions, l'entreprise où Caroline travaillait, avait reçu un investissement majeur 6 mois auparavant. L'investisseur principal était la société de Wesley, Vaughn Digital Systems. Caroline ne l'avait jamais mentionné, mais le timing était impossible à ignorer. Wesley n'était pas juste apparu au hasard. Il s'était arrangé pour revenir dans sa vie grâce à son travail. J'étais assis dans un café, fixant l'écran de mon ordinateur portable quand mon téléphone a sonné. Le numéro de Caroline. Il était minuit passé. J'ai répondu, « Qu'est-ce qui ne va pas, 3 ?» Sa voix tremblait, à peine un murmure. « Il y a quelqu'un dans la maison. » Chaque muscle de mon corps s'est tendu. « Où est-elle ? Elle dort. » J'ai entendu des pas en bas. L'alarme ne s'est pas déclenchée, mais je sais que quelqu'un est là. Je peux les entendre bouger. « Verrouille la porte de ta chambre, » ai-je dit, saisissant déjà mes clés. « Appelle le 911. » Je suis à 15 minutes. « J'ai déjà appelé, » dit Caroline. « Ils ont dit qu'une unité est en route. » Mais 3, j'ai peur. « Et si ? » Reste en ligne avec moi, ai-je interrompu en courant vers mon camion. « Ne raccroche pas, parle-moi. »« Ta porte est-elle verrouillée ? » ?»« Oui, dit-elle, mais la serrure est juste un bouton poussoir. Cela n'arrêterait personne qui voudrait vraiment entrer. » Je pouvais entendre la peur dans sa voix, brute et authentique. Quoi qu'il se soit passé entre nous, quels que soient les mensonges qu'elle ait racontés, rien de tout cela n'avait d'importance à ce moment-là. Ma femme et ma fille étaient en danger. J'ai fait ces 15 minutes de trajet en 10, brûlant 2 feux rouges et poussant le camion à ses limites. Des voitures de police étaient déjà dans l'allée quand je me suis garé, leur lumière peignant le quartier de rouge et de bleu. Un officier m'a rencontré à la porte. « Vous êtes le mari ? » « Oui, » ai-je dit. « Où est ma famille ? » « Elles sont en sécurité. À l'étage. Nous sommes en train de fouiller la maison. » J'ai dépassé l'officier et monté les escaliers 2 par 2. Caroline était assise sur le bord de notre lit avec Ella sur ses genoux. Toutes deux avaient l'air pâles et effrayées. Quand Ella m'a vu, elle a fondu en larmes. « Papa. » J'ai traversé la pièce et les ai serrées toutes les deux dans mes bras. Sentant le petit corps d'Ella trembler contre le mien. La main de Caroline a agrippé ma chemise comme si j'étais la seule chose solide dans un monde qui était devenu liquide. « Ont-ils trouvé quelqu'un ?» ai-je demandé doucement. Caroline secoua la tête. « Ils ont dit que la maison était vide. » Mais 3, quelqu'un était là. Je sais ce que j'ai entendu. L'un des officiers apparut dans l'embrasure de la porte. « Monsieur, pourriez-vous descendre un instant ?» Je me suis doucement extirpé de mes filles et les suivis jusqu'à la cuisine. Un autre officier se tenait près de la porte arrière, qui était ouverte. « La serrure a été forcée », a dit le premier officier, montrant les rayures autour du trou de la serrure. Travail de professionnel. Celui qui a fait ça savait ce qu'il faisait. Mais voici le truc. Rien n'a été pris ou dérangé, autant que nous puissions le dire. Vérifiez le miroir du couloir, ai-je dit, me souvenant de quelque chose de l'histoire originale que j'avais entendue. Mais quand nous sommes allés dans le couloir, le miroir était propre. Aucun message, aucun signe que quelqu'un y ait été. Nous allons déposer un rapport, a dit l'officier. Je vous recommande de changer toutes vos serrures et d'installer un système de sécurité approprié. Peut-être des caméras. Après leur départ, je me suis assis avec Caroline dans le salon pendant qu'elle dormait paisiblement à l'étage, un babyphone sur la table basse entre nous. J'ai commencé à examiner tes finances aujourd'hui,
ai-je dit doucement. La société de Wesley a investi dans Teichbridge il y a 6 mois. Ce n'est pas une coïncidence, n'est-ce pas? Le visage de Caroline s'est effondré. Je ne l'ai su qu'après la clôture de l'accord. Mon patron l'a annoncé lors d'une réunion d'entreprise. Et quand j'ai vu le nom de Wesley sur les papiers, j'ai cru que j'allais être malade. Mais à ce moment-là, il se montrait déjà au bureau, agissant comme si nous étions de vieux amis devant tout le monde. « Pourquoi n'as-tu pas démissionné ?» j'ai demandé. « Parce qu'il voulait que je démissionne », a dit Caroline. Je le voyais dans ses yeux chaque fois qu'il suggérait que je n'avais pas l'air heureuse là-bas. Que peut-être je devrais trouver quelque chose de moins stressant. Il essayait de m'isoler, 3. De me priver de mon emploi, de mes revenus, de me rendre dépendante de toi. Et ensuite il te montrerait que j'étais faible, que je ne pouvais pas contribuer, et il interviendrait pour me sauver de ma vie médiocre. Je me suis assis en traitant cela. Il planifie ça depuis des mois, des années peut-être, a dit Caroline. Maureen t'a parlé des meubles, n'est-ce pas? Comment il est entré par effraction dans mon appartement et a tout déplacé? J'ai hoché la tête. C'est sa signature, a continué Caroline. Il ne vole pas et ne vandalise pas. Il réarrange, déplace les choses juste assez pour que tu saches que quelqu'un était là, qu'il a touché ton espace. C'est une question de contrôle, de te montrer qu'il peut t'atteindre quand il veut. Nous devons partir, ai-je dit. Ce soir, fais les valises pour toi et Ella. Nous irons à l'hôtel jusqu'à ce que nous trouvions quoi faire ensuite. Caroline m'a regardé, les larmes coulant sur son visage. Tu restes, après tout ça? Je reste, ai-je dit fermement. Parce que quelles que soient les erreurs que tu as commises, quoi que tu aies gardé pour moi, Wesley Vaughn est l'ennemi ici, pas toi. Et je ne vais pas le laisser détruire ma famille. Nous avons passé 2 semaines à vivre dans une série d'hôtels différents, ne restant jamais plus de 2 nuits au même endroit. Caroline a pris un congé de son travail, invoquant une urgence familiale. J'ai utilisé mes jours de vacances. Elle a pensé que nous étions à l'aventure, ce qui était mieux que d'essayer d'expliquer la vérité. Pendant ces 2 semaines, j'ai fait mes devoirs. J'ai embauché une détective privée, une ancienne agente du FBI nommée Patricia Ramos, spécialisée dans les affaires de harcèlement. Elle était chère, mais Dorerick m'a prêté l'argent sans hésitation. Patricia a trouvé des choses qui m'ont glacé le sang. Wesley avait 5 autres femmes au cours des 20 dernières années qui avaient déposé des ordonnances restrictives contre lui. 2 d'entre elles avaient disparu, bien qu'il n'y ait jamais eu suffisamment de preuves pour l'inculper de quoi que ce soit. L'une était décédée dans ce qui a été considéré comme une chute accidentelle dans les escaliers de son appartement. La police avait enquêté mais n'avait rien trouvé de concret. Cet homme est dangereux, m'a dit Patricia lors d'une de nos réunions. Il est intelligent, patient et il sait comment manipuler le système, mais il est aussi arrogant. C'est ce qui va le perdre. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai demandé. Il pense qu'il est intouchable à cause de son argent et de ses relations, a expliqué Patricia. Mais tout le monde fait des erreurs un jour ou l'autre. Nous avons juste besoin de créer les bonnes circonstances pour le prendre en faute. Elle a proposé un plan. Nous utiliserions Caroline comme appât, mais avec toutes les précautions de sécurité en place. Des caméras cachées, des dispositifs de repérage, du matériel d'enregistrement, et l'équipe de Patricia veillant de près. Wesley avait essayé d'isoler Caroline pour la prendre seule et faire son coup. Nous lui avons donné ce qu'il pensait être une opportunité. Caroline était terrifiée, mais elle a accepté. J'en ai marre de courir, a-t-elle dit. Je veux récupérer ma vie. Nous avons tendu le piège dans un entrepôt à la périphérie de la ville. J'avais trouvé un traceur GPS sur la voiture de Caroline, caché sous le passage de roues. Au lieu de le retirer, nous l'avons utilisé. Caroline s'est rendue à l'entrepôt la nuit, seule, autant que Wesley le saurait, pour soi-disant récupérer des cartons de son ancien appartement. L'équipe de Patricia était là avant, cachée dans des fourgonnettes banalisées avec du matériel de caméra. J'étais là aussi, dans un véhicule différent, avec une vue dégagée sur l'entrée. Mon cœur battait la chamade alors que je regardais la voiture de Caroline entrer sur le parking. 20 minutes plus tard, un autre véhicule est apparu. La BMW argentée de Wesley. Il s'est garé à 3 places de Caroline et est sorti. J'ai regardé à travers le moniteur de Patricia tandis qu'il s'approchait d'elle, ses mouvements décontractés, comme s'il était juste de passage.
La conversation a commencé assez amicalement. Nous ne pouvions pas encore entendre ce qu'il disait, mais Caroline jouait parfaitement son rôle, l'air nerveuse, mais pas hostile. Puis Wesley s'est rapproché, la poussant contre sa voiture. C'est à ce moment-là que son comportement a changé. Même de loin, j'ai pu voir le changement. Sa posture est devenue agressive, prédatrice. Il a attrapé le bras de Caroline alors qu'elle essayait de se dégager. Maintenant, a dit Patricia à sa radio, son équipe a agi rapidement, de manière professionnelle. 2 policiers en civil sont apparus des unités adjacentes. Badge dehors. Police, laissez-la partir. Wesley a immédiatement relâché Caroline, son expression redevenant agréable et confuse. Officier, je pense qu'il y a un malentendu. Mais Patricia avait déjà donné le signal. Un autre officier s'approchait de la voiture de Wesley avec un mandat de perquisition. À l'intérieur, ils ont trouvé ce que nous avions espéré, mais aussi craint, des photos, des dizaines. Des photos de Caroline au travail, à l'épicerie, en allant chercher Ella à l'école, des photos de moi, des photos de notre maison sous différents angles prises à différents moments de la journée, et pire, une chronologie détaillée des mouvements de Caroline au cours des 3 derniers mois. Avec des notes sur ses routines, ses vulnérabilités, ses points faibles. Ils ont également trouvé une boîte contenant plusieurs objets qui avaient été signalés comme volés dans la voiture et le bureau de Caroline au cours des derniers mois. Des choses qu'elle pensait avoir simplement perdues. Une écharpe, une tasse de café, une photo d'Ella. Il collectionnait des trophées. Wesley a été arrêté sur le champ. Harcèlement, effraction et violation de domicile, possession de biens volés. Son avocat l'a fait sortir sous caution en 48 heures, mais le mal était fait. Patricia avait tout documenté et les preuves étaient accablantes. Le procès a duré 4 mois. L'équipe juridique coûteuse de Wesley a tout essayé, affirmant que les objets dans sa voiture avaient été placés, que les photos avaient été prises à des fins commerciales légitimes, que Caroline avait encouragé son attention. Mais la documentation de Patricia était sans faille. Les autres femmes se sont manifestées, témoignant de leurs expériences. Le jury a mis moins de 3 heures pour le condamner sur plusieurs chefs d'accusation. Wesley Vaughn a été condamné à 6 ans de prison avec une ordonnance restrictive permanente qui prendrait effet dès sa libération. Caroline et moi avons passé ces 4 mois en thérapie, individuelle et de couple. La route pour reconstruire la confiance n'a pas été facile. Il y avait des nuits où elle pleurait en s'endormant, s'excusant de ne pas m'avoir parlé de son passé. Il y avait des jours où je voulais m'en aller parce que la douleur était trop fraîche, trop vive. Mais nous sommes restés. Nous avons travaillé. Nous nous sommes battus pour notre mariage parce que sous tous les mensonges et la peur, nous nous aimions toujours. 8 mois après la condamnation de Wesley, nous avons vendu la maison. Trop de mauvais souvenirs. Nous avons acheté un endroit plus petit dans un quartier différent, un endroit que Wesley ne pourrait jamais trouver, même après sa libération. Caroline a trouvé un emploi dans une autre entreprise, sans aucun lien avec Wesley ou ses intérêts commerciaux. J'ai continué à travailler à la pharmacie, stable et fiable comme toujours. Ella a commencé la première année. Elle fait encore des cauchemars parfois, bien qu'elle ne se souvienne pas de grand-chose de cette période. Nous lui disons que ce n'était que de mauvais rêves. La semaine dernière, Caroline et moi avons célébré notre 13e anniversaire de mariage. C'était tranquille, juste nous deux au restaurant pendant qu'Ella restait avec la sœur de Caroline. Au dessert, Caroline a tendu la main sur la table et a pris la mienne. « Merci », a-t-elle dit. « Pourquoi » ai-je demandé. « De ne pas avoir abandonné. D'avoir été assez fort pour te battre. Quand j'étais trop effrayé pour me battre seul, j'ai serré sa main. C'est ça le mariage. On se bat l'un pour l'autre, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons encore des moments où le passé se faufile. Où la confiance semble fragile. Mais nous sommes là. Nous sommes ensemble. Et Wesley Vaughn est derrière les barreaux où il doit être. Cela doit compter pour quelque chose. Et pour l'instant, c'est suffisant pour construire. Wesley a été libéré sous caution plus vite que je ne l'avais prévu. 72 heures après son arrestation, il était de retour dans les rues avec un bracelet électronique et une ordonnance restrictive qui l'obligeait à rester à 150 mètres de Caroline, et là est notre domicile. Le problème, c'est que 150 mètres, ce n'est pas très loin. J'étais au travail 3 jours plus tard quand Caroline a appelé, sa voix tremblante.
Il est devant mon bureau, de l'autre côté de la rue, juste en train de regarder. Appelle la police, ai-je dit immédiatement, me dirigeant déjà vers la porte. Je l'ai fait. Ils ont dit que tant qu'ils ne traversent pas la rue ou ne s'approchent pas de la distance restreinte, ils ne peuvent rien faire. Il sait exactement où est la limite, 3. Il se tient juste là. J'ai conduit jusqu'à son bureau, mes phalanges blanches sur le volant. Quand je suis arrivé, je l'ai vu. Wesley se tenait au coin opposé, parfaitement positionné à ce qui devait être exactement 150 mètres. Il tenait une tasse de café, l'air détendu, comme s'il profitait simplement de l'air du matin. Mais ses yeux ne quittaient jamais l'entrée du bâtiment. Quand il m'a vu me garer, il a souri, a levé sa tasse de café dans un semblant de toast, puis s'est retourné et s'est éloigné. Cette nuit-là, j'ai installé des caméras de sécurité autour de notre maison, 6 d'entre elles, couvrant chaque angle. J'ai également engagé un consultant en sécurité pour évaluer nos vulnérabilités. Il a trouvé 3 points d'entrée faciles que Wesley pourrait exploiter, et nous les avons tous renforcés. Vous faites les bonnes choses, m'a dit le consultant. Mais comprenez, quelqu'un d'assez déterminé trouvera toujours un moyen. Votre meilleure défense est la documentation et une réponse rapide de la police. 2 semaines plus tard, la voiture de Caroline ne démarrait plus. Le mécanicien a trouvé du sucre dans le réservoir d'essence. Aucune preuve que ce soit Wesley, mais nous savions tous les deux. Puis ma pharmacie a reçu une plainte anonyme selon laquelle je remplissais incorrectement des ordonnances, mettant potentiellement en danger des patients. Mon superviseur a dû enquêter. Tout s'est avéré correct, mais l'ombre du doute était plantée. Il ne va pas arrêter, a dit Caroline un soir alors que nous étions assis dans notre forteresse de maison, les caméras enregistrant chaque ombre à l'extérieur. Même après le procès, même s'il va en prison, il trouvera un moyen de nous atteindre. Alors nous devons nous assurer que le procès aboutisse, ai-je dit. Patricia a trouvé ses autres femmes. Si elles témoignent, si nous pouvons montrer le modèle, le jury verra ce qu'il est vraiment. Mais j'étais inquiet. L'avocat de Wesley était cher et bon, et les hommes riches avec des relations avaient un moyen de passer à travers les mailles du système judiciaire. L'audience préliminaire était fixée à 6 semaines. D'ici là, nous vivions comme des prisonniers dans notre propre maison. Patricia m'a appelé un jeudi matin avec une nouvelle qui m'a retourné l'estomac. L'une des femmes qui devait témoigner contre Wesley venait de se rétracter. Elle disait qu'elle s'était trompée sur la chronologie, qu'elle avait peut-être été confuse quant à savoir qui la harcelait. Il l'a atteinte, ai-je dit platement. Probablement, mais je ne peux pas le prouver. Et sans son témoignage, nos preuves de mode opératoire s'affaiblissent. Je me suis assis lourdement. Que faisons-nous? Nous avons besoin de quelque chose de concret. Quelque chose qu'il ne peut pas expliquer ou que son avocat ne peut pas manipuler. Patricia a fait une pause. J'ai une idée, mais c'est risqué, et cela implique de mettre Caroline dans une position vulnérable à nouveau. Caroline, qui écoutait en haut-parleur, a dit « Dis-moi ». Le plan de Patricia était simple mais dangereux. Wesley avait été prudent jusqu'à présent, restant dans les limites légales tout en nous terrorisant à distance. Mais Patricia pensait que son ego serait sa perte. Si nous lui donnions ce qu'il pensait être une opportunité parfaite, il la saisirait, et nous serions prêts. Le piège fut tendu chez la mère de Caroline, qui était vide depuis un mois pendant qu'elle se remettait d'une opération chirurgicale chez sa sœur en Floride. Caroline s'y rendrait seule, ostensiblement pour vérifier la propriété et récupérer du courrier. Nous avions divulgué l'information par une source contrôlée, quelqu'un que nous savions que Wesley surveillait. Je détestais tout dans ce plan. Chaque instinct criait de garder Caroline en sécurité, de ne pas l'utiliser comme appât, mais elle insista. « J'en ai marre d'avoir peur », dit Caroline. « Je veux récupérer ma vie. Notre vie. » Le jour arriva. Caroline se rendit chez sa mère au crépuscule, portant un sac comme si elle prévoyait de passer la nuit. L'équipe de Patricia était déjà à l'intérieur, cachée dans le grenier et le garage. J'étais garé à 2 pâtés de maison avec un flux vidéo direct vers toutes les caméras qu'ils avaient installées. Pendant la première heure, rien ne se passa. Caroline se déplaça dans la maison, allumant les lumières, la faisant paraître occupée. Puis à 20h30, un mouvement sur la caméra arrière. Une silhouette s'approcha par la cour, se déplaçant prudemment, vérifiant les fenêtres. Wesley. Il essaya d'abord la porte arrière, fermée à clé. Puis il se dirigea vers une fenêtre,
sortant un outil de sa poche. En 90 secondes, il l'avait ouverte et grimpait à l'intérieur. Mon cœur battait la chamade en le regardant se déplacer dans la maison sur les flux de caméra. Il portait quelque chose, un téléphone, enregistrant une vidéo. Il trouva Caroline dans la cuisine, le dos tourné. Quand elle se retourna et le vit, son cri fut assez authentique pour me glacer le sang, même si je savais que c'était prévu. « Caroline » dit Wesley, sa voix calme sur la bande audio. « Nous devons parler. »« Sors d'ici » dit Caroline, reculant. « Tu violes l'ordonnance restrictive. »« Personne n'a besoin de savoir que j'étais ici » répondit Wesley, s'approchant. « Je veux juste 5 minutes. 5 minutes pour t'expliquer pourquoi tu m'appartiens. Pas à cet employé de pharmacie que tu as épousé. Son nom est Troy, dit Caroline. Et je l'aime. » L'expression de Wesley changea. Le masque de civilité tomba, révélant quelque chose de froid et de prédateur en dessous. « Tu penses que tu l'aimes, mais j'ai été patient, Caroline. Je t'ai donné le temps de voir la vérité. Il ne peut pas te protéger. Il ne peut pas subvenir à tes besoins comme moi. Cette petite fille que tu as mérite mieux que de grandir dans une prison de classe moyenne. »« Ne parle pas de ma fille, dit Caroline, sa voix dure. Notre fille pourrait avoir une vie meilleure, continua Wesley. École privée, fonds pour l'université, un véritable avenir. C'est alors que l'équipe de Patricia intervint. L'arrestation fut nette et professionnelle. Wesley ne résista pas, mais le regard qu'il lança à Caroline alors qu'on lui passait les menottes était de la pure haine. « Ce n'est pas fini, dit-il. Mais cette fois, nous l'avions en vidéo, en train d'entrer par effraction dans une maison, de violer une ordonnance restrictive et de proférer des menaces. Son avocat pouvait bien manipuler beaucoup de choses, mais pas cela. 2 semaines avant le procès, la sœur de Caroline a organisé une fête d'anniversaire pour sa fille, la cousine d'Ella. C'était censé être un rassemblement sur, juste la famille, un pavillon de parc local. Nous avons débattu de l'opportunité d'y aller, mais Caroline a insisté sur le fait que nous ne pouvions pas laisser Wesley nous voler chaque moment normal de nos vies. J'aurais dû écouter mon instinct. Nous sommes arrivés tôt pour aider à installer. Ella a couru jouer avec ses cousins tandis que Caroline et moi arrangions les tables et accrochions des décorations pendant environ 1 heure. Cela semblait presque normal, presque comme si nous étions une famille ordinaire faisant des choses ordinaires. Puis je l'ai vu. Wesley se tenait près du parking, à environ 9 mètres du pavillon. Il était habillé de manière décontractée, pantalon chino et polo, tenant ce qui ressemblait à un sac à dos. Il n'a fait aucun mouvement pour s'approcher, se contentant de rester là à observer. J'ai immédiatement sorti mon téléphone et appelé la police, en gardant ma voix basse pour qu'elle n'entende pas, il est là, Wesley Vaughn. Il viole l'ordonnance restrictive. L'opératrice a dit qu'une unité était en route. 10 minutes, peut-être 15. Mais Wesley avait parfaitement chronométré cela. Il savait que nous appellerions la police. Il savait qu'il prendrait du temps à arriver. Et il savait que dans un parc public entouré de familles, je ne pouvais pas l'affronter physiquement sans passer pour l'agresseur. Il a commencé à marcher vers nous, lentement, nonchalamment, comme s'il était juste de passage. Quand il est arrivé à 6 mètres, bien à l'intérieur de la limite de l'ordonnance restrictive, il s'est arrêté et a levé le sac à dos. « J'ai apporté quelque chose pour Ella » a-t-il lancé. Sa voix était amicale, conversationnelle. D'autres parents au pavillon voisin ont jeté un coup d'œil curieux. « Éloignez-vous d'ici » ai-je dit, me plaçant entre lui et l'aire de jeu où se trouvait Ella. « Vous enfreignez la loi. »« Je suis juste amical » a dit Wesley, souriant de ce sourire froid. « Sûrement vous ne refuseriez pas un cadeau d'anniversaire à une petite fille. » Caroline est apparue à mes côtés, son téléphone sorti, enregistrant. « La police est en route. Vous devez partir. » Le sourire de Wesley s'est élargi. « Laissez-les venir. Je suis dans un parc public. J'ai tout à fait le droit d'être ici. Pas à moins de 150 mètres de ma famille, ai-je dit. Prouvez que je savais que vous seriez ici, a répondu Wesley. C'est un parc public un samedi après-midi. Comment aurais-je pu le savoir? C'est alors qu'elle l'a vu. Elle a couru, son visage curieux. Maman, qui est cet homme? Mon cœur s'est arrêté. Wesley s'est accroupi, se mettant à la hauteur des yeux d'Ella. Bonjour, ma chérie.
Je suis un ami de ta maman. Je t'ai apporté un cadeau. Ella, viens ici, a dit Caroline sèchement. Mais Ella, ayant 5 ans et étant curieuse, a fait un pas vers Wesley. J'ai agi rapidement, attrapant Ella avant qu'elle ne puisse s'approcher davantage. Elle s'est tortillée dans mes bras, confuse. Papa, qu'est-ce que tu fais? Nous allons à la voiture, ai-je dit, la portant loin de Wesley. Caroline a suivi, enregistrant toujours. Derrière nous, a appelé Wesley. C'est une belle petite fille, Caroline. Elle mérite mieux que cette peur que tu lui enseignes. Au moment où la police est arrivée, Wesley était parti. Ils ont pris nos dépositions et la vidéo que Caroline avait enregistrée, mais ils nous ont dit ce que nous savions déjà. Sans preuve que Wesley savait que nous serions dans ce parc spécifique à ce moment précis, il était difficile de prouver l'intention de violer l'ordonnance restrictive. Il monte en puissance, a dit Patricia quand je l'ai appelé ce soir-là. C'est bon pour le procès, mais c'est aussi dangereux. Il teste à quelle distance il peut s'approcher d'Ella. La prochaine fois, nous n'aurons peut-être pas la chance de l'intercepter. Il n'y aura pas de prochaine fois, ai-je dit. Nous n'irons nulle part en public tant que ce procès ne sera pas terminé. Mais je savais que ce n'était pas tenable. Nous ne pouvions pas vivre comme des prisonniers indéfiniment. Quelque chose devait se briser. Le procès a duré 3 semaines. L'avocat de Wesley était bon, dépeignant Caroline comme une femme éconduite. Quelqu'un qui avait encouragé l'attention de Wesley, puis qui s'était plainte d'être victime quand elle avait eu des doutes sur le fait de quitter son mariage. Ils ont essayé de tordre chaque élément de preuve, d'affirmer que chaque message menaçant était sorti de son contexte. Mais Patricia avait fait ses devoirs. Elle a fait venir la docteure Elena Foster, une psychologue spécialisée dans le comportement de harcèlement. La docteure Foster a expliqué au jury le modèle de comportement de Wesley, expliquant comment les prédateurs comme lui identifiaient les femmes vulnérables, les isolaient, puis les terrorisaient lorsqu'elles tentaient de s'échapper. Il ne s'agit pas d'amour, a témoigné la docteure Foster. Il s'agit de contrôle. Monsieur Vaughn ne veut pas de Madame Bridge. Il veut la posséder, prouver qu'il peut détruire tout ce qu'elle a construit si elle ne se conforme pas à ses désirs. Ensuite, les autres femmes ont témoigné, 3 d'entre elles sur 15 ans, chacune avec une histoire similaire. Wesley les avait ciblées pendant des périodes de vulnérabilité, les avait poursuivies sans relâche, et lorsqu'elles l'avaient rejetée, il avait systématiquement détruit leur vie. Des emplois perdus, des relations ruinées. La voiture d'une femme avait mystérieusement pris feu dans son allée. La vidéo de l'effraction chez la mère de Caroline a été le coup de grâce. Le jury a regardé Wesley grimper par cette fenêtre, l'a entendu dire à Caroline qu'elle lui appartenait, a vu la menace nue dans son langage corporel. La délibération a duré 6 heures. Lorsque le jury est revenu, j'ai tenu la main de Caroline si fort que je la blessais probablement, mais elle ne s'est pas retirée. Coupable, a dit le président du jury, de tous les chefs d'accusation. Le visage de Wesley est resté impassible, mais j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. Pas du regret, pas de la peur, juste du calcul. Même maintenant, il planifiait son prochain coup. L'audience de détermination de la peine a eu lieu 2 semaines plus tard. La juge, une femme sévère d'une 60aine d'années qui avait examiné chaque élément de preuve, a regardé directement Wesley. Monsieur Vaughn, vous avez utilisé votre intelligence, vos ressources et votre position pour terroriser plusieurs femmes sur une période de 15 ans. Vous n'avez montré aucun remords, aucune compréhension des dommages que vous avez causés. Vous êtes un danger pour la société. Elle a fait une pause. Je vous condamne à 9 ans de prison avec un crédit pour le temps purgé. À votre libération, vous serez soumis à une ordonnance restrictive à vie vis-à-vis des victimes dans cette affaire. Vous serez également enregistré comme l'exige la loi. 9 ans. Pas assez, mais plus que ce que j'osais espérer. Devant le palais de justice, Caroline s'est effondrée dans mes bras, sanglotant. Non pas de tristesse, mais d'un soulagement si profond qu'il devait s'exprimer d'une manière ou d'une autre. C'est fini, a-t-elle chuchoté. C'est vraiment fini. C'est fini, ai-je confirmé. Nous avons passé l'année suivante à reconstruire. Non pas notre mariage, qui était déjà solide, forgé dans le feu du terrorisme de Wesley, mais nos vies, notre sentiment de sécurité, notre capacité à exister dans le monde sans constamment regarder par-dessus nos épaules. Caroline a trouvé un nouvel emploi dans une autre entreprise, sans aucun lien avec Wesley ou ses affaires.
J'ai continué à travailler à la pharmacie, stable comme toujours. Et là a commencé la première année et a cessé de faire des cauchemars à propos de l'homme effrayant. Nous avons vendu la maison. Trop de souvenirs, trop de caméras. Nous avons acheté une maison plus petite dans un quartier différent, avec de bonnes écoles et des voisins sympathiques qui ne connaissaient pas notre histoire. 14 mois après le verdict, Caroline et moi sommes allés dîner dans un steakhouse du centre-ville. C'était notre 14e anniversaire, bien que nous l'ayons presque oublié dans le chaos de la reconstruction de nos vies. Au dessert, Caroline a tendu la main sur la table et a pris la mienne. « Merci », a-t-elle dit. « Pourquoi ? » De ne pas avoir abandonné. De t'être battu quand j'étais trop effrayé pour me battre. D'être l'homme dont j'ai toujours eu besoin, mais que j'étais trop stupide pour apprécier. Tu n'es pas stupide, ai-je dit. Tu as été la cible d'un prédateur qui savait comment exploiter la vulnérabilité. Ce n'est pas une faiblesse. C'est être humain. Elle a souri, les larmes aux yeux. Quand es-tu devenu si sage ? Probablement au moment où j'ai réalisé que j'avais failli perdre tout ce qui comptait. Nous sommes rentrés à la maison ce soir-là, fenêtre baissée, musique en fond. Elle a été chez la sœur de Caroline pour une soirée pyjama. Nous avions la maison pour nous, une rareté avec une enfant de 6 ans. Alors que nous nous garions dans l'allée, j'ai regardé Caroline, je l'ai vraiment regardée. La femme que j'avais épousée il y a 14 ans était toujours là, mais elle était différente maintenant, plus forte, plus consciente de sa propre force. « Je t'aime », ai-je dit. « Je t'aime aussi », a-t-elle répondu. Et je ne pars nulle part. Plus jamais. Nous sommes entrés dans notre maison, avons fermé la porte derrière nous, et nous nous sommes enfin vraiment sentis en sécurité.